Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'accès à distance à nos données sur le serveur SQL Server. On peut bien évidemment travailler en bureau à distance, que vous avez fait jusqu'à présent. Par contre, dès le moment où on va essayer de commencer à faire des requêtes sur ce serveur, l'utiliser dans Excel pour faire des rapports ou d'autres documents, il est bien sûr beaucoup plus facile de pouvoir se connecter depuis une machine distante directement sur le serveur. Notamment, si vous voulez commencer à utiliser Excel, c'est plus facile d'utiliser la version d'Excel de votre PC plutôt que de l'installer sur le serveur distant. Voilà, donc on va partir du principe que vous avez démarré votre machine et dans la console de Switch, vous pouvez voir l'adresse IP de votre machine. C'est cette adresse-là qu'on va utiliser pour se connecter à distance. Il faut savoir que SQL Server et Analysis Services utilisent l'authentification Windows ou une authentification locale. Cette authentification locale, elle est valable uniquement pour SQL Server Database Engine, mais ça ne marche pas avec Analysis Services. Donc dans tous les cas, il faudra qu'on arrive à se connecter avec l'authentification Windows. Le problème qu'on a, c'est que notre ordinateur n'est pas dans le même domaine que le serveur. Donc on va voir comment on peut se connecter. Donc on va commencer par ouvrir directement SSMS. Si vous n'avez plus ou pas sur votre machine, utilisez les liens sur Cyberlearn pour l'installer. Au lieu d'ouvrir directement SSMS, on va faire ouvrir l'emplacement du fichier pour avoir accès au raccourci qui nous permet d'ouvrir le programme. Et donc, ça vous ouvre directement dans la fenêtre l'endroit du raccourci. On va voir quel est le chemin. Et donc, on fait un clic droit propriété et on a la cible. On va copier cette cible-là et puis on va la coller dans notre pad. Donc, la cible, assez évidente. Programme file x86, SQL Server 18. Donc, forcément, on peut bien imaginer que ça va varier avec chaque version. Pour l'instant, on est encore en version 18. Et puis, on a l'exécutable derrière. Voilà. Donc, ça, c'est la commande pour ouvrir le fichier, le programme SSMS. Maintenant, comme on va devoir se connecter en tant qu'un autre utilisateur, on va devoir utiliser une nouvelle commande. Et cette nouvelle commande, c'est la commande run as. Alors, pour ceux qui connaissent Linux, c'est à peu près la même chose que le sudo dans Linux. Sudo fonctionne très facilement, un peu plus facilement, dira-t-on, que le run as. Bref, run as, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Simplement d'ouvrir, en fait, une commande. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est lancer SSMS en tant qu'un autre utilisateur en spécifiant l'utilisateur et le domaine qu'on va utiliser. On a différentes options qu'on peut mettre en avant. Ça nous intéresse un petit peu moins ici. Donc, on va créer un nouveau raccourci qui va nous permettre de générer, d'ouvrir le lien avec Runas derrière. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer la commande qui va nous permettre d'ouvrir SSMS en tant qu'un autre utilisateur grâce à la commande Runas. Donc, on va utiliser Runas pour débuter. Donc, c'est Windows System 32 Runas. On va spécifier Net Only. Net Only, ça veut dire qu'on va uniquement l'utiliser pour des accès remote, des accès distants, forcément, puisque notre serveur se trouve à distance, donc on ne peut pas s'authentifier sur un domaine local. Et ensuite, pour l'utilisateur, on va spécifier le domaine, le username. Alors, pour tout le monde, normalement, le domaine que vous allez utiliser là, c'est le nom de votre machine. Et donc, si vous ne l'avez pas changé, c'est le wserver 2019 que vous avez mis. Si dans Switch Engine, vous avez un autre nom, à ce moment-là, vous mettez bien évidemment le nom que vous avez utilisé. Donc, wserver 2019. Et puis, le username, c'est l'utilisateur que vous utilisez. Si vous utilisez l'utilisateur par défaut, c'est Engines Admin. Si vous avez créé un utilisateur avec votre nom, prénom ou n'importe quoi, bien évidemment, vous utilisez ce nom-là. Et donc ça me donne le nouveau paramètre pour pouvoir ouvrir mon SSMS avec un utilisateur différent que ce qui était spécifié là. Donc, je peux retourner dans mon répertoire où j'avais ce SMS Madame Studio. Et puis, je peux simplement faire un copier de du raccourci qui est là. Je peux le coller là ou je vais le coller ailleurs, c'est égal. Je vais le mettre sur le bureau, ça va très très bien. Et puis, à partir du bureau, je vais pouvoir aller modifier mon fichier. Alors, j'efface la cible et à la place de ça, je vais mettre la nouvelle cible que j'ai créée qui contient le username et Engines Admin. Voilà, avec ça, on est prêt. J'applique
OK, je fais attention d'utiliser le bon. Et maintenant, je peux l'ouvrir. Il va me demander le mot de passe de mon compte à distance, donc sur le serveur. Et puis, il ouvre SQL Server Management Studio. Il n'a pas encore testé le mot de passe à cet instant, donc si vous avez fait une faute de mot de passe, vous allez vous en rendre compte qu'un peu plus tard. Voilà, on est dedans. Le nom du serveur, on le récupère avec l'adresse IP. Donc ici, c'est la 86.119.30.142. Et je m'authentifie sur le Database Engine. N'essayez pas encore de vous connecter avec d'autres services, puisque tous les ports ne sont pas ouverts sur le firewall, et donc vous risquerez de ne pas passer à travers. Et donc, je peux me connecter, et ne faites pas attention, donc Windows Authentification, au username qui est indiqué ici. Donc moi, c'est mon nom de domaine traditionnel, vous avez peut-être celui de la HR qui est là. Utilisez, comme c'est marqué là, et il va se connecter avec le bon username. On attend un petit instant. Assurez-vous que votre machine est bien démarrée, bien évidemment. Et donc, si vous avez correctement entré le domaine, le username, vous avez accès à votre serveur et on retrouve bien notre MediaZone DWH. On peut directement faire une première query pour tester qu'on est bien connecté avec le bon username. System user. Et puis, normalement, il va nous indiquer qu'on est bien connecté en tant que wserver 2019/enginesadmin. Donc, on est bien connecté avec le user Windows à distance et qui ne correspond pas au nom de domaine local. Et donc, ce petit changement dans le lanceur de l'application va nous permettre de nous connecter à distance sur un domaine autre que l'autre. Et donc, on peut l'utiliser pour n'importe quelle application, n'importe quel domaine. Maintenant, ce que je vous laisse faire, c'est de faire exactement la même chose pour Excel, pour pouvoir vous y connecter. Donc, de nouveau, Excel, un clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà, on a le lancement d'Excel. On va le copier. OK, bon, on va le copier directement là. Et puis, on va le déplacer aussi sur le bureau. Voilà, et puis, on va le supprimer et on va directement indiquer que c'est Excel W Server 2019. Voilà, je modifie les propriétés, je copie le lien et je vais l'éditer. Je vais mettre en dessous de l'autre. Voilà, c'est ce que j'ai. Microsoft Root Office 16 Excel. Je copie tout le début que j'avais utilisé aussi pour SSMS. Voilà. Donc, j'ai simplement rajouté devant ma commande run as le wserver enginesadmin. Je copie tout ça et je le remplace. OK. Et je fais OK. Voilà. Et donc maintenant, même chose, j'ai une version d'Excel qui est configurée pour s'ouvrir avec wserver 2019. Je vais l'ouvrir à l'instant. Il me redemande le mot de passe du domaine. Et maintenant, il va me lancer Excel en tant qu'utilisateur wserver 2019, ce qui va me permettre de me connecter avec le Windows Logon au serveur. Donc l'année passée, au cours de Cockpit, si vous vous rappelez, on s'était connecté à des bases de données externes à partir d'Excel. Maintenant, avec ce lancement-là, on va pouvoir le faire. L'année passée, on n'avait pas dû le faire parce qu'on avait utilisé vos comptes du domaine HEARC pour vous connecter sur le serveur qui était dans le même domaine. Maintenant, le serveur que vous avez créé n'est pas dans le domaine HEARC et donc forcément, il va falloir en faire un nouveau. Maintenant que nous sommes dans Excel et que nous avons ouvert une session Excel connectée au domaine wserver 2019 en tant que user enginesadmin, nous allons pouvoir accéder à notre serveur SQL Server. L'année passée, on n'avait pas dû le faire puisque les ordinateurs que vous avez utilisés étaient dans le même domaine que le serveur SQL Server, c'est-à-dire dans le domaine de l'école. Donc maintenant, on va simplement reprendre données, obtenir données à partir d'une base de données SQL Server. On va pouvoir par la suite le faire à partir d'un services, mais pour l'instant, on n'a pas encore ouvert les ports sur le firewall. Vous vous rappelez, vous avez ouvert uniquement le 1433 qui correspond à SQL Server Database Engine. Donc, on se connecte à ce serveur-là.
c'est juste un rappel, hein. Il faut qu'on spécifie le serveur. Pour le serveur, on va récupérer simplement l'adresse IP à partir de Switch Engine. Voilà. Et il va nous demander les informations de connexion. Donc on se connecte avec un compte Windows et on utilise l'information d'identification actuelle. Et bien sûr, ce sera celle qu'on a rentrée avant. On se connecte. Il va demander si on peut faire le chiffrement. Comme on n'a pas installé de certificat sur le serveur base de données, forcément, ce n'est pas crypté. Donc, on accepte OK. Bien évidemment, au déploiement, il faudra qu'on crypte la connexion. Et maintenant, on voit toutes les bases de données qu'on a sur notre serveur. On va prendre MediaZone DWH. On sélectionne plusieurs éléments. Et puis, on sélectionne toutes les tables, à l'exception de la table système. Voilà. Donc, on a l'ensemble de nos tables. Et puis on fait simplement charger. Alors, là, c'est l'occasion de tester votre bande passante, puisque nous allons télécharger toutes les données. On n'a pas fait de requête spécifique, et donc Excel va essayer de télécharger l'ensemble des données de l'ensemble des tables. Ici, on voit qu'il est en train de travailler, bien évidemment, des tables qui font 1,5 million de lignes ou 500 000 lignes, donc ça va prendre un certain temps. On voit que les commandes, c'est terminé, il est encore en train d'installer les ventes. Voilà, c'est terminé. Donc, on a bien toutes les tables qui ont été récupérées, et on arrive avec à peu près 2 millions de lignes qui ont été téléchargées. Voilà, et donc maintenant à partir de là, on va pouvoir commencer à utiliser ces données-là pour faire des tableaux croisés dynamiques. Première chose qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui se passe avec les relations qu'on a dans notre modèle. Donc on a la possibilité d'ouvrir l'éditeur de relations, et une spécialité qu'on n'avait pas encore vue l'année passée. On voit qu'il y a des relations qui sont actives et des relations qui sont inactives. Excel et Power Pivot ne permettent pas d'avoir plusieurs relations entre deux tables. Et donc, s'il y a plusieurs relations en deux tables, obligatoirement, il va falloir en désactiver certaines pour ne garder que les connexions nécessaires. Donc, c'est ce qui nous explique qu'on a des relations inactives ici. Si on prend la table de fait commande, on a deux relations avec la dimension temps, une pour la date de commande, une pour la date d'expédition. Et on voit ici qu'on a une qui est active pour la date de commande et une qui est inactive pour la date d'expédition. Et si je veux la rendre active, il va me dire que ça ne fonctionne pas, puisque j'ai plusieurs relations entre les deux tables. Donc si je veux le faire, je vais désactiver la relation pour les order dates, et après je peux activer la relation pour le shipping date. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir modifier les relations qu'on va utiliser. Alors forcément, c'est pas super agréable à faire, tout à fait conscient avec ça. On n'est pas encore dans les services, donc on va commencer à travailler avec ça, et puis bien évidemment, quand on sera dans les services, ce problème va être levé, puisque c'est nous qui allons faire le modèle en étoile derrière. Un autre moyen de regarder ce qui est en train de se passer, on va aller dans Power Pivot, ça vous rappelez ce qu'on a vu l'année passée, et dans Power Pivot, on avait deux vues, une vue donnée et une vue diagramme. Et donc on va prendre la vue diagramme pour voir le schéma de notre base de données. Il ressemble exactement à ce qu'on a sur le serveur. Si vous vous rappelez de ce qu'on avait regardé la dernière fois dans SSMS, c'est le même schéma, les mêmes relations. Et ici, simplement, vous allez voir qu'il y a des relations qui sont très tillées, c'est-à-dire c'est les relations qui ne sont pas actives actuellement. Et pour les activer, il faudra réutiliser une autre relation à ce moment-là. Ici, typiquement, les faits vente produit, on a la relation sur l'entrepôt qui est désactivée. Et on voit bien que la dimension temps, voilà, on a une relation qui est désactivée, une relation qui est activée. Voilà, donc on a vu notre modèle, on peut refermer Power Pivot. Voilà, maintenant on est prêt à faire notre premier tableau croisé dynamique. Donc on va insérer un tableau croisé dynamique à partir du modèle de données dans le classeur existant ou dans un autre classeur comme vous voulez. Voilà, j'ai mon tableau croisé dynamique. Je retrouve l'ensemble de mes tables. Vous vous rappelez que ce petit symbole, ça veut dire qu'on est connecté à une table. On n'a pas encore la notion de dimension et de fait, puisqu'on est connecté à l'entrepôt de données sur le Database Engine et pas sur Any Services. Donc, si on se rappelle la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait comme question dans la dernière leçon? On s'était intéressé à savoir combien est-ce qu'il y avait de clients qui avaient passé une commande en 2019 et qui habitaient à Neuchâtel. Et donc, on va essayer de refaire exactement la même chose maintenant.
Donc on va s'intéresser aux clients qui habitent à Neuchâtel. Donc on va faire un filtre sur la ville. Et puis, qui ont passé des commandes en 2019, on va faire un filtre sur l'année. Donc ça, pas de problème, vous connaissez bien. Je vais ouvrir mes villes. Et si vous faites un petit clic sur le plus, on s'aperçoit qu'on en a effectivement beaucoup. On peut chercher avec le petit filtre qui est là, Neuchâtel. Voilà, je clique sur Neuchâtel. Et puis, année non, je vais choisir 2019. Voilà, donc là, j'ai fait la sélection à Neuchâtel en 2019. Et donc maintenant, il me faut les commandes qui ont été passées par mes clients. Voilà, et donc je vais aller dans les commandes et je vais récupérer les Customer ID. Et donc ça, c'est la valeur que je vais avoir. Bien évidemment, la somme des Customer ID, ça ne me sert pas à grand-chose. Il faudra que j'ai un count distinct. Donc je clique pour modifier les paramètres du champ de valeur. Et dans la liste, je peux avoir le nombre, un count tout simple, ou bien je peux avoir un count distinct ici derrière. Je fais OK. Voilà, maintenant c'est à vous. Je vous laisse faire l'exercice de votre côté et revenir une fois que vous avez trouvé la réponse.